Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cet atelier de la rentrée des territoires qui est retransmis en direct, en ligne, et si je ne me trompe pas, au campus d'Auvergne-Rhône-Alpes à Châteauneuf-sur-Isère. Bonjour à tous et à toutes à Châteauneuf. Bienvenue donc à cet atelier qui est consacré à la puissance publique. Nous avons à peu près 1 heure devant nous pour échanger sur les enseignements et sur les défis de la crise sanitaire et économique, bien sûr, en matière d'action publique, pour débattre aussi des propositions formulées par le mouvement à l'issue des concertations qui ont été menées, des travaux du groupe qui a été animé par Thomas Cazenave et que j'ai eu le plaisir de coordonner. Pour ce faire, aujourd'hui, nous accueillons Amélie de Montchalin, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Bonjour Madame la Ministre, vous êtes chargée de porter le nouveau chemin dessiné par le Président de la République en matière d'action publique. Merci, bonjour et bonjour à toutes et tous. Avec nous aussi Laurent Saint-Martin, député du Val-de-Marne, rapporteur général de la Commission des Finances, auteur d'ailleurs d'un récent ouvrage publié chez Alma Éditeur, intitulé La fabrique de l'impôt, qui traite de la conception des politiques publiques, de leur élaboration, mais aussi, un point important sur lequel nous reviendrons, de leur évaluation. Merci, bonjour à tous. Et bonjour Marie Gariazzo, directrice adjointe au département opinion de l'IFOP et aussi co-autrice avec Jérôme Fourquet d'un ouvrage publié en juin, passionnant, intitulé En immersion dans le quotidien des Français pendant la période si particulière qu'a été le confinement. Merci à tous les trois d'être présents avec nous cette matinée et passons sans attendre à notre premier temps qui est celui des enseignements de la crise, des premiers enseignements de cette crise malheureusement pas encore achevée que nous pouvons tirer. Résilience de notre système de santé, capacité à activer très rapidement des leviers décisifs comme le chômage partiel, adaptation, engagement des agents publics, importance cruciale des services publics de proximité. Les enseignements sont nombreux, les marges de progrès aussi probablement. Marie Gariazzo, peut-être quel bilan tirez-vous de la perception qu'ont eu les Français de l'action publique pendant la crise ? Bonjour à tous, merci, merci de me passer la parole. Donc en effet, cette crise toute particulière, elle plonge en cette période de rentrée tout le monde dans un niveau d'incertitude très fort. Alors si on se concentre sur la puissance publique et les enseignements qu'on peut tirer de cette crise, la première chose, c'est que les Français ont pris conscience quand même d'une forte paupérisation des services publics pendant cette crise, et ça a été une sorte quand même d'état de sidération de se rendre compte qu'un pays aussi riche que la France, qui était supposé avoir un système de soins extrêmement bon, finalement avait du mal à faire face à ce virus. Et notamment, il y a des images qui ont été assez marquantes, celles d'infirmières ou de professionnels de santé qui ont été amenés à se protéger avec des sacs poubelles. Enfin, voilà, il y a plusieurs images comme ça qui ont marqué très fortement les esprits et qui ont révélé ce qu'on soupçonnait déjà un petit peu avant, mais que même que les services publics n'étaient peut-être pas au niveau, en tout cas au niveau attendu par rapport à cette crise qui suscitait une peur très très forte. Et puis par rapport à cela, c'est-à-dire que cette paupérisation des services publique, elle est entrée en tension à la suite de cette crise, avec, on a découvert également que l'État, en fait, pouvait débloquer très rapidement des sommes très importantes. Alors, évidemment, les Français, ils ont beaucoup de mal avec le montant des sommes débloquées, à appréhender l'ampleur de ces sommes-là. Mais quoi qu'il en soit, on s'est rendu compte que, finalement, on avait été dans des interdits budgétaires pendant des années, et puis que là, le volontarisme politique réapparaissait, ce qui était à la fois positif, c'est-à-dire que l'État avait les moyens de faire des choix économiques, des choix d'action pour répondre à la crise. Et puis d'un autre côté, ça renforçait quand même l'idée qu'on n'avait pas fait forcément ce qu'il fallait pour sauver et maintenir les services publics en l'état. Et puis il y a un autre enseignement qui est très important et qui, je pense, va alimenter les discussions après, c'est qu'on s'est rendu compte que cette crise, elle révèle un peu une crise du jacobinisme à la française. Elle a révélé l'importance du niveau local. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'elle a marché par replis successifs. On s'est replié sur la France en fermant les frontières, on s'est replié sur les zones rouges, les zones vertes et les départements, et puis on s'est replié aussi sur la sphère intime. Mais quoi qu'il en soit, le local est vraiment à émerger de cette crise comme étant l'échelon le plus efficace pour agir, notamment pour faire face de façon efficace à la crise que nous traversons. Et je reviendrai au-delà de la crise que nous traversons sur l'importance du local, puisque ça a une incidence sur l'action publique. C'est que le local est apparu au sortir de cette crise, donc il faudra voir évidemment
évidemment si ça perdure, mais à la fois avec une dimension écologique très importante, la capacité à fonctionner en circuit un peu court, à tous les niveaux, une dimension économique également, avec l'idée de revaloriser les territoires en se concentrant sur les savoir-faire locaux, et puis une dimension aussi d'indépendance, qui est un terme qui a été très, très important lors de cette crise, c'est-à-dire être capable localement de faire face à ce que nous traversons. Voilà. Merci beaucoup. Peut-être, avant de revenir un instant après avec vous, Madame la Ministre, sur l'ensemble de ces questions qui ont été évoquées, et notamment celle du jacobinisme, peut-être, Laurence Saint-Martin, vous pouvez nous dire un mot à la fois en tant que parlementaire et en tant que rapporteur général de la façon dont l'ensemble de l'État a accéléré son action, l'a ciblée pour répondre d'un coup et massivement à des besoins extrêmement forts et urgents. Oui, d'abord, peut-être préciser que cette notion d'action publique, de son efficacité, de sa proximité, puisque vous avez mentionné à juste titre l'importance de l'échelon local pour répondre rapidement et efficacement à des situations de crise, la crise du Covid l'a encore accéléré. Mais il est important de noter, puisqu'aujourd'hui une manifestation des Gilets jaunes reprend sur Paris, il est important de noter que la crise des Gilets jaunes avait déjà été un moment très fort qui avait présenté justement certaines injonctions paradoxales, notamment liées à l'impôt. On pourra en reparler. À la base, la crise des Gilets jaunes, c'est d'abord une crise fiscale, une crise finalement assez classique où on demande effectivement la fin d'un certain ras-le-bol, ou en tout cas là c'était venu de la part d'une taxe carbone. Amélie à l'époque était avec moi à la commission des finances à l'Assemblée nationale. Donc ça partait d'un sujet fiscal, mais avec une demande qui très vite en a été un corollaire qui peut sembler paradoxal, c'est plus de services publics. Donc moins de fiscalité, plus de services publics, et surtout plus de services publics de proximité. Et ces injonctions paradoxales, finalement, on vit avec, elles sont assez fréquentes sur nos territoires, et ça pose la question de l'efficacité de l'action publique, de pourquoi est-ce qu'on lève l'impôt dans notre pays pour financer une action publique qui peut-être est à repenser, en tout cas pour un certain nombre de services, pour être plus proche, avec un meilleur ressenti de la population et des citoyens. Et c'est tout aussi vrai sur la crise du Covid. La crise du Covid, finalement, elle a ramassé de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus intense toutes ces problématiques-là, mais c'est à peu près la même. Et en fait, ce que vous avez dit, c'est intéressant. J'ai bien entendu, vous avez dit que finalement, on s'est rendu compte que l'État avait les moyens. L'État savait déployer des moyens budgétaires rapides. Là-dessus, moi, je mets un bémol assez rapide. C'est que oui, l'État sait déployer des moyens rapides quand on les lui prête. Et cet argent-là, il n'est pas magique, cet argent-là, il est emprunté. Et nous avons des créanciers, et nous avons passé notre endettement de 100 points de PIB à 122 points de PIB. Et ça, c'est une réalité que les Français doivent savoir. Il ne faut pas se cacher derrière cette problématique de l'endettement. Nous n'avons pas levé d'impôts, et nous n'en lèverons pas d'ici la fin du mandat. Et c'est important de le mentionner, que la réponse à cette crise n'est pas la fiscalité des ménages ni des entreprises qui serait contre-productive pour la relance de notre pays. En revanche, oui, il est vrai que nous savons déployer massivement et rapidement des plans de relance, mais aussi de politique publique. Le plan de relance, c'est beaucoup de relance économique, mais c'est aussi beaucoup de financement de politique publique que nous aurions aimé faire plus tôt, et que, si vous me permettez l'expression, la sortie de crise nous permet de faire de façon plus accélérée et plus massive. Il y a une expression de Churchill que j'aime bien, qui dit « ne jamais gâcher une bonne crise ». On sait très bien que les opportunités de sortie de crise sont aussi des occasions de mener des politiques publiques massives. Et je terminerai juste sur un point efficace, si et seulement si on s'oblige à aller transformer l'efficacité de l'action publique. C'est en ce sens que la nomination d'Amélie est une excellente nouvelle sur le portefeuille de la transformation de l'action publique, parce que dépenser plus, on sait le faire, mais attention, c'est de l'argent qui est emprunté, et c'est important de montrer la volonté transformatrice de notre pays, qui est, je crois, la marque de fabrique du président de la République et de la majorité depuis maintenant 3 ans, et que nous devons poursuivre avec la crise du Covid. On met des moyens pour y répondre dans l'urgence, on met des moyens pour y répondre dans la relance, mais on garde aussi notre volonté de transformer ce pays, qui demain doit amener à une action publique plus efficace. Merci beaucoup, et merci pour cette excellente transition. Pour donner la parole à Amélie de Montchalin. Madame la Ministre, vous, en termes de transformation publique, qu'est-ce que la crise a révélé selon vous, et quelles sont ces opportunités dont parlait Laurence Saint-Martin qu'on peut envisager pour la suite? Alors moi, merci d'abord de cet échange. Moi, je suis toujours très attentive à regarder non seulement ce qu'attendent les usagers, qu'ils soient des citoyens ou des entreprises, mais aussi ce que pensent et ce que perçoivent les agents publics. Souvent, on a eu une perception collective assez asymétrique. Je pense par exemple au numérique, je pense à beaucoup de démarches qui ont transformé la relation du quotidien en fait, des entreprises et des citoyens avec l'État.
mais on n'a pas toujours eu la même attention symétrique de ce que vivaient les agents publics. Et moi, je pense qu'on arrivera, au fond, à ne transformer cet État, ce service public, à le rendre plus efficace, que si on s'attache non seulement à transformer la manière dont les citoyens et les entreprises parlent à l'État, échangent avec l'État, trouvent l'État à leur côté, et si, de l'intérieur, on s'intéresse aussi aux hommes et aux femmes, aux outils de travail qu'on leur donne, à l'organisation même de l'État. Ce que la crise a montré, d'une certaine manière, c'est que les agents publics savaient s'organiser autour de circuits courts décisionnels. On parle beaucoup des circuits courts alimentaires. On a vu pendant la crise que, de fait, parce que les enjeux étaient énormes, parce qu'une partie du pays s'était arrêtée, nous ne pouvions pas régler tout depuis Paris. Et ce fameux couple maire-préfet, il a montré que si nous donnions les moyens, là où les Français vivaient, là où les agents publics étaient installés, là où ils avaient des décisions à prendre, si on leur donnait les moyens de faire ça à l'échelon pertinent, qui n'est pas toujours le pays dans son ensemble, eh bien, d'abord, nous donnions beaucoup de sens aux missions de service public, nous donnions aussi plus d'efficacité, et je crois que nous redonnions du sel à ce qui fait que nous avons collectivement choisi, depuis 1945 et avant, de confier à la puissance publique des actions qui sont menées dans d'autres pays par notamment le secteur privé. Et tout mon combat, c'est que nous ne revenions pas en arrière. Je crois que les agents publics ont expérimenté des formes de travail à distance et en ont vu l'intérêt. Ils ont suivi les limites. Il faut être formé pour le faire, il faut être équipé pour le faire, il faut avoir des outils pour le faire. Mais voilà une chose sur laquelle on ne pourra pas revenir en arrière. Je pense qu'on a créé aussi des capacités de travail collectif en brisant les silos ministériels, en brisant des architectures entre les agences, les services de l'État, parfois extrêmement compliquées à comprendre quand on est un citoyen, et je peux vous dire parfois extrêmement compliquées à comprendre, même quand on est un agent public de l'intérieur. Là aussi, il ne faut pas qu'on revienne en arrière, qu'on continue à accélérer ce travail collectif. Et enfin, on a beaucoup parlé du local, redonner toute sa puissance, toute sa pertinence, aussi réarmer, comme dit le Premier ministre, les services qu'on appelle déconcentrés de l'État. C'est tous ces hommes et ces femmes qui travaillent dans nos préfectures et qui ne s'occupent pas juste de la sécurité, qui s'occupent de déployer cette action publique différemment quand on est en Auvergne-Rhône-Alpes que quand on est dans les Hauts-de-France. C'est normal. Cette différenciation, il faut qu'on l'accepte comme une chance. Ce n'est pas remettre en cause l'égalité, c'est au contraire nous donner des moyens d'efficacité. Sur ces trois axes-là, on essaie d'avancer. Dernier axe, par exemple, les sous-préfets à la relance, c'est la perception qu'il faut qu'on envoie des renforts humains là où, en 2021 et 2022, vont se passer les enjeux prioritaires de notre pays. Et ça va se passer, bien sûr, dans le financement, et ça, c'est le ministère de l'économie, c'est le vote du budget, mais ça va beaucoup, beaucoup se passer dans la mise en œuvre, et c'est pour ça qu'on envoie des hommes et des femmes compétents, plutôt que de les installer dans des ministères, et moi, on va les installer sur le terrain. Je pense qu'il y a là un acte politique fort, et je tiens à préciser, c'est extrêmement important, qu'on a des besoins nouveaux, mais on ne va pas créer des postes en plus. Il faut qu'on se réorganise. Toutes les entreprises de France et du monde, quand elles ont un nouveau projet, elles réorganisent leurs forces, elles forment aussi les gens à pouvoir remplir ces nouvelles missions. C'est le même défi qui est le nôtre aujourd'hui. Voilà, juste pour vous donner l'idée, on se dit on doit pouvoir faire avec les hommes et les femmes qu'on a dans notre fonction publique d'État, en nombre. On s'est dit qu'en 2021, il y en aurait autant qu'en 2020, mais on va réallouer nos moyens, les redispatcher, comme on dit en bon français, là où les besoins sont les plus forts. Merci beaucoup. Ce qui fait aussi une parfaite transition pour passer à la question après les enseignements, des propositions qu'on peut faire, des pistes qu'on peut commencer à dessiner et que, au sein de la République En Marche, on a essayé de dessiner. Vous avez prononcé chacun les mots de proximité, d'efficacité, de simplification, de circuit court aussi qui synthétisent à la fois la notion de déconcentration, d'efficacité sur le terrain. Ce sont ces réflexions qui ont donné lieu à un certain nombre de propositions issues de groupes d'experts, on l'a dit, mais aussi et surtout d'ateliers des adhérents de la République En Marche, de consultations ensuite sur les propositions, les pistes qui étaient dessinées les unes après les autres. Et donc en ressortent aujourd'hui certaines qu'on se propose de partager avec vous et sur lesquelles on vous propose de réagir. La première, elle est dans la droite ligne de ce que vous venez d'expliquer, Madame la Ministre, et que vous venez d'appeler les circuits courts décisionnels, c'est la question de la déconcentration.
il nous semble que pendant longtemps, on a pensé la déconcentration comme une forme de rééquilibrage, mettre un peu plus de moyens, un peu plus d'agents sur le terrain, dans les départements, et pas comme une inversion de logique et se dire que c'était là où la décision devait être prise, qu'il fallait mettre les moyens humains, techniques et revoir notre organisation. Et donc faire de la déconcentration le principe et non l'exception ou la marge. Alors, voilà, je vous donne cette proposition qui est plus une piste pour vous faire réagir, peut-être vous d'abord, Amélie de Montchalin. On se rend compte qu'il y a aujourd'hui 3 fois plus de fonctionnaires par habitant à Paris que dans le reste de la France. Il y a même 4 fois plus de fonctionnaires d'État à Paris que dans certains départements. Est-ce qu'il ne faudrait pas engager un grand acte de déconcentration et se dire que, par exemple, sur ces 500 000 agents, 100 000 pourraient être à terme déployés, comme vous l'indiquez, dans cette sorte de réallocation, de cette réorganisation? Alors, 2 réactions à ça. Oui, il faut que nous ayons un État qui fait moins de jardins à la française depuis Paris, considérant que parce que, effectivement, beaucoup d'hommes et femmes ont cette mission de faire de la régulation et de l'organisation depuis Paris, ce que ça produit, c'est qu'on imagine et on pousse des mécanismes qui sont les mêmes pour tout le monde. Et donc, oui, il faut qu'on fasse un peu moins de ça. Et oui, il faut qu'on ait plus de capacité de décision, d'instruction de dossiers, d'arbitrage, beaucoup plus proche des acteurs que sont les élus locaux, que sont les entreprises, que sont les citoyens. Donc, dans le principe, c'est ce qu'a dit le Premier ministre dès sa discussion de politique générale, nous ne créerons aucun poste à Paris. Alors, Paris, c'est un peu simpliste, parce qu'il y a des administrations centrales qui sont positionnées ailleurs dans le territoire, mais c'est la même logique, c'est de dire on veut faire sortir des hommes et des femmes des talents et des compétences des fonctions de normalisation pour les mettre plus dans des fonctions de décision. Donc ça, c'est le principe. Je me méfie juste d'une chose, c'est, dans la proposition qui est faite, 100 000 sur 500 000. À chaque fois, si on fait un tout petit peu de retour d'expérience, à chaque fois que l'État a pris des décisions de manière chiffrée, qui ont l'air simples, je pense notamment à 1 fonctionnaire sur 2, ou à X% de personnes doivent aller à tel endroit, en général, ça crée plus de dégâts que de bienfaits. Il y a des administrations de pure régulation sur lesquelles c'est difficile d'aller mettre les gens sur le terrain, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ce serait très symbolique, je ne suis pas sûr que ce soit plus efficace. Inversement, il y a peut-être des administrations où c'est peut-être plus que 20%, où ce mouvement peut être enclenché. Donc oui sur le principe, oui sur l'idée d'avoir en fait un État qui est plus dans l'arbitrage que dans la surrégulation. Et je pense d'ailleurs que la simplification qui doit être menée, elle doit beaucoup plus être liée à l'expérience et à l'usage qu'au texte de loi lui-même. Je m'explique en un mot. On cherche à simplifier les choses. Et donc, on lance des grandes missions où, ligne à ligne, on lit le droit. Mais le droit, il est complexe à lire, mais ce qu'il produit, au fond, se comprend. Là où la complexité naît, c'est quand, sur le terrain, un même projet va voir arriver vers lui des régulations qui, chacune, sont très simples, mais qui, mises ensemble, deviennent très compliquées. Et ça, on voit bien que ce n'est pas forcément le droit qu'il faut changer, c'est que, sur le terrain, on puisse avoir des gens qui arbitrent, qui tranchent, qui puissent dire on va résoudre pour vous la complexité qu'on a créée en interne. Et ainsi, on arrive à simplifier. Donc voilà, un État qui décide plus, un État qui arbitre plus, un État qui, effectivement, parfois se restreint dans sa volonté de vouloir tout quadriller de manière exactement uniforme partout sur le territoire. Il faut juste avoir en tête une chose, c'est que les Français sont paradoxaux. Ce n'est pas grave, mais il faut quand même être lucide. Je pense notamment à tout ce qui s'est fait pour la crise du Covid. À chaque fois qu'on dit on va faire le couple maire-préfet, je crois que tous les Français sont heureux. À chaque fois qu'un préfet prend une décision différente de son voisin préfet d'un autre département, les mêmes Français nous disent « ça, c'est pas normal, on veut être traité pareil ». Et donc, on a aussi un travail culturel. Ce mouvement de déconcentration, je crois qu'il est nécessaire, mais il faut qu'on soit aussi tous prêts à en assumer les conséquences. C'est que tout ne sera pas pareil partout. Et que peut-être qu'à Bordeaux, peut-être qu'en Lot-et-Garonne, eh bien, la manière de s'organiser, les interfaces entre les citoyens, les entreprises et l'État ne sont pas exactement les mêmes que quand vous allez dans la Somme ou dans un département rural de la région Grand Est. Donc il faut accepter ça. C'est une chance, mais ça a des conséquences avec lesquelles il faudra qu'on apprenne à vivre.
Merci beaucoup. Marie Cariello, est-ce que selon vous, cette attente de déparisianiser certaines administrations et de déparisianiser certaines décisions qui sont prises, c'est une attente forte de la part des Français? Est-ce que la crise l'a accentuée? Est-ce qu'au contraire, les Français ne voient pas une forme de suradministration en fait, d'une décision qui serait de plus en plus prise au niveau local? Qu'en pensez-vous? Alors, déjà, pour réagir à tout ce qui vient d'être dit, je pense qu'en effet, tout à fait, ce paradoxe français, on le retrouve très fortement. Je crois qu'en fait, dans l'idée de déconcentrer, et il y a surtout l'idée, au-delà de l'efficacité, de renforcer la souplesse et de la prise de décision. Je me répète, je répète ce que vous avez dit. C'est vrai qu'on s'en est rendu compte, notamment à l'hôpital. Nous, on a eu beaucoup de témoignages de professionnels de santé qui, en fait, ont pu enfin prendre des décisions très rapidement dans l'urgence, sans passer par des schémas décisionnels surréalistes. Et c'est vrai qu'un retour en arrière paraît très compliqué. De même pour les agents de la fonction publique qu'on a pu voir, ils ont enfin pu prendre des initiatives pour certains. Et donc ça, c'est des choses sur lesquelles il y a un pas qui a été pris et sur lesquels on ne souhaite pas revenir. Sur le parisianisme, c'est sûr que... Alors, est-ce que c'est une attente des Français? En tout cas, c'est sûr qu'il y a un contexte de méfiance et de déconnexion qui s'est aggravé avec la crise qui était déjà présent et qui s'est accentué avec notamment des prises de décision, en effet, qui ont pu paraître complètement surréalistes, qu'on interdise d'aller sur les plages de Paris, alors même que les acteurs locaux étaient les mieux appropriés pour savoir si on pouvait respecter la distanciation sociale. Il y a pas mal de choses qui, pareil, ont marqué les esprits en se disant c'est impossible qu'on prenne une décision comme ça au niveau parisien. Donc c'est vrai que la parole étatique venant de Paris est de plus en plus difficile à être, et de moins en moins audible. Je dirais qu'elle est même pas, on passe même pas le seuil de l'audition. En fait, c'est ça qui est problématique, c'est qu'on n'écoute même plus. On est au-delà de la défiance. Donc, il y a évidemment une attente très forte de déconcentrer la prise de décision et de redonner du pouvoir. Alors, pour les Français, ce qui est compliqué, c'est à quel échelon ça intervient, puisque il y a un manque de lisibilité très clair en fait des compétences allouées à la fois aux différents acteurs et aux différents échelons territoriaux. Pour eux, la figure centrale de la prise de décision locale, c'est le maire, et ça reste quasiment que le maire. Donc le préfet, je pense que si on interrogeait les Français, ils auraient énormément de mal à énoncer l'ensemble des missions allouées au préfet. Donc du coup, voilà. Donc il y a en tout cas une attente très forte d'une reprise en main du niveau local et notamment de l'élu du maire, mais en effet avec toujours cette attente de respecter une forme d'égalité. Alors je rajouterais que dans la forme d'égalité, c'est pas tant forcément la décision, par exemple sur les 80 km/h. On voit très bien qu'il y a une acceptation de la population française de dérogation au niveau local. En revanche, ce qui risque d'être plus problématique, c'est des décisions sur lesquelles les moyens alloués ne vont pas être les mêmes. Et là-dessus, par contre, c'est vrai qu'on peut recréer d'autres fractures territoriales si certains territoires ont des moyens beaucoup plus conséquents pour mettre en place des actions publiques beaucoup plus performantes que d'autres territoires. Donc je dirais que c'est à croiser aussi avec la richesse des différents territoires et d'avoir à l'esprit que le service public tel qu'il est perçu par les Français, notamment plus on va dans les zones périphériques et rurales, il est perçu de façon très extensive en fait. C'est quasiment l'animation locale en fait, c'est quasiment même la banque, le distributeur de la banque, pour eux c'est un service public. Donc il faut aussi avoir à l'esprit en fait ce niveau de compréhension de l'action telle qu'il se passe au niveau local pour que ces actions-là en tout cas recueillent l'adhésion la plus large. Alors justement, c'est ce chantier que vous avez dessiné toutes les deux, en plus de la déconcentration, qui est celui de la décentralisation et qui a au moins 2 ou 3 branches. La première, c'est ce qu'on voit quand on consulte à la fois les Français et quand on regarde... Quand on essaye de comprendre quelle est l'organisation de notre République, c'est la complexité du partage des compétences et qui devient progressivement un enjeu qui est un enjeu de lisibilité et donc qui devient un enjeu de transparence et de légitimité démocratique, de savoir lorsque l'on vote pour qui on vote, c'est-à-dire quelles sont les compétences de la personne pour qui je vote lorsque je vote aux élections départementales, aux élections régionales, comme ce sera le cas en 2021. Et puis il y a une autre branche qui se dessine progressivement, c'est celle de la différenciation. Vous commenciez à en parler tout à l'heure, Madame la Ministre, c'est
l'idée de dire que lorsqu'un territoire a certaines spécificités, il doit pouvoir déroger à certaines règles durablement pour ne pas tomber dans une forme d'uniformité qui serait contre-productive. Peut-être Laurent Saint-Martin, sur ce double point, à la fois le point des partages des compétences, on le voit sur le logement par exemple, de l'État jusqu'à la mairie, en passant par l'intercommunalité, le département, chacun a un bout de compétences. Est-ce que selon vous c'est un problème et c'est un chantier à mener avec force dans les prochaines années? Alors c'est un chantier sans nul doute. Je crois que, Madame, vous aviez raison quand vous disiez que pour l'usager, pour le citoyen, finalement, l'action publique, le service public, effectivement, en France en tout cas, on en a une perception très très large. Et parfois même avec des acteurs privés, vous l'avez dit. Guichet de banque, mais parce qu'avant le guichet de banque était public par la Poste, en fait, essentiellement, dans la proximité. Et en fait, on a encore collectivement, dans l'imago collectif, ce réflexe que finalement, tous les services publics, parapublics et même désormais un petit peu privés, sont des services publics dans leur intégralité. Et la question qui se pose sur la proximité, qui est vraiment à mon avis l'enjeu central, ça englobe énormément de services. Et donc la majorité des citoyens se fichent pas mal que ce soit un service étatique, un service régional, un service départemental ou communal, ou intercommunal maintenant. Cette complexité, ce millefeuille administratif, ce millefeuille institutionnel avec toutes les compétences, la fiscalité qui va avec, le partage des ressources, honnêtement, c'est une affaire de spécialistes pour bien comprendre comment cela fonctionne. Donc, la question, c'est est-ce que, en revanche, ça crée des freins? Est-ce que ça crée un empêchement au consentement à l'impôt et finalement à participer en société à ces différentes strates? Moi, je crois que la meilleure des réponses, c'est au moment des élections. Vous avez des élections locales, départementales et régionales qui arrivent au mois de mars. Vous verrez que pendant les campagnes, il va y avoir le sempiternel micro-trottoir pour dire « savez-vous ce que fait une région ?» Et vous aurez toujours des réponses, malheureusement, souvent hasardeuses. En général, beaucoup de gens savent que les lycées, parce qu'on dépose ses enfants tous les matins, donc on sait que les lycées, il y a le panneau région, mais souvent, les Français ne savent pas bien quelle est la part de la région sur les transports, quelle est la part de la région sur la formation, sur le développement économique, etc. Et c'est assez normal, vu l'état d'atomisation de la galaxie des services publics qui existent avec les compétences et les ressources qui vont en face. Alors, quel est le vrai chantier? Est-ce que c'est celui de la compréhension des compétences? Est-ce que c'est vraiment celui-là? Ou est-ce que c'est l'efficacité? Et est-ce que l'un amène l'autre? C'est une question qui est quand même difficile. On va, le sens de l'histoire, en tout cas de l'histoire récente française, c'est d'aller vers plus de décentralisation, et je crois qu'on va continuer dans ce chemin-là. Mais je crois que là où on est encore un peu au milieu du gué, c'est sur le diptyque responsabilité, liberté, ou liberté, responsabilité. C'est-à-dire que quand on donne à des collectivités territoriales des compétences, une liberté d'action, une liberté à lever l'impôt, même si je rappelle que nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'autonomie fiscale, mais une autonomie financière, alors ça exige aussi une responsabilité devant justement ces électeurs qui sont les mêmes citoyens que ceux qui votent pour le président de la République ou pour les parlementaires. Donc c'est là où aujourd'hui on est peut-être encore un petit peu dans une zone de flou, un peu une nébuleuse, savoir qui est responsable à la fin. Et je vais vous donner un exemple contemporain qu'on vit en ce moment pendant la crise du Covid, qui est celui de venir financer les pertes financières pour les transports. Amélie et moi sommes franciliens tous les deux, on connaît bien le réseau du transport en commun. C'est donc la région, à travers Île-de-France Mobilité, qui est l'autorité compétente donc, pour les transports. Certaines autorités organisatrices de mobilité peuvent se faire par syndicat mixte ou de façon plus intercommunale. Île-de-France Mobilité a la même présidente que la présidente de la région Île-de-France. Et c'était intéressant parce que finalement, c'est une compétence régionale. Et puis, il y a eu très rapidement ce réflexe, qui, je ne le juge pas, je ne sais pas s'il est bon ou mauvais, de dire l'État doit venir compenser les pertes fiscales pour ce qui relève du versement mobilité, je ne rentre pas trop dans la technique, mais aussi tarifaire, c'est-à-dire les pertes en billetterie. L'État doit venir éponger tout le trou financier qu'il y a eu.
ce débat-là, il est central en fait. C'est est-ce que l'État doit systématiquement être le financeur en dernier ressort ? Est-ce que vraiment ça doit systématiquement être le cas? On a le droit de penser que oui, parce qu'on est encore dans un pays où l'État a une dimension différente des collectivités, ou alors on a le droit aussi de se poser la question que si on veut aller vers plus de décentralisation, il faut que les collectivités aient une autonomie supérieure, donc fiscale, donc une capacité d'endettement supérieure à ce qu'elles ont aujourd'hui, et donc finalement que ce soit des vraies autorités totalement libres dans leur administration, mais aussi dans la gestion de leurs ressources et donc dans leur action publique. Ça, aujourd'hui, cet entre-deux, à mon avis, participe à un certain flou et une certaine compréhension pour le citoyen de qui fait quoi et pourquoi on prélève, pour quel service public on fasse. Et je ne sais pas, moi, personnellement, s'il faut vraiment aller vers plus de décentralisation. Personnellement, je ne suis pas un très grand convaincu. Mais je comprends qu'on puisse l'être. Et la seule chose, moi, que j'invite à avoir comme réflexion individuelle, quand quelqu'un me dit « il faut plus de décentralisation », en réflexe comme ça, je dis « d'accord ». Mais réfléchis vraiment à un système avec plus de responsabilités en face. Parce que ça, je pense que c'est important. Non pas parce que moi, je suis élu de la nation et que je ne suis pas conseiller régional. Je ne suis pas du tout dans une guerre de chapelle. Mais parce que le consentement global à vivre dans une société avec différents responsables, avec différents élus, à différents niveaux, avec différentes compétences et différentes ressources, doit être amélioré par une clarification justement de ces rôles. Et on saura qu'on aura gagné ce pari le jour où les gens iront voter massivement dans les élections locales pour dire « je veux voter différemment que la majorité sortante parce que je ne suis pas satisfait de la formation, je ne suis pas satisfait des transports, je ne suis pas satisfait, bref, de ce dont elle est compétente ». Mais je vous fais le pari que la campagne 2021 restera une campagne très nationale avec des grands sujets régaliens, souvent en dehors de la compétence régionale et départementale. Alors, diptyque responsabilité et liberté, efficacité locale, vous vouliez réagir, Madame la Ministre? Un point, c'est ce que j'appelle, et qu'on avait proposé dans nos idées, la République contractuelle, qui en fait permet de résoudre cette tension. C'est que l'État peut dire « je vous confie une responsabilité », mais nous avons une forme de contrat, c'est que je vous donne des moyens pour le faire, mais il y a aussi un engagement de résultat. Parce qu'aujourd'hui, je crois que les Français, et vous toutes et tous qui nous regardez, vous savez qu'au fond, la décentralisation a pu avoir du très bon et a pu avoir du moins bon. Je vous donne 3 exemples de choses qui sont dans la vie concrète. La protection de l'enfance, les foyers d'enfants qui sont pris en charge, on sait, par les départements. Les MDPH, les maisons qui sont en appui aux personnes handicapées, qui sont aussi gérées par les départements. Et la gestion des fonds européens qui ont été confiés aux régions. Si vous regardez ces 3 sujets-là, on a donc confié les compétences. On ne l'a pas toujours fait de manière objectivement très réfléchie sur les moyens qu'on donnait à chacune des départements ou régions pour le faire. C'est qu'on a transformé la compétence, pas toujours l'expertise ou les hommes et les femmes qui allaient avec. Mais le résultat, après des décennies, parce qu'il y a des choses qui se sont faites récemment ou déjà depuis plus longtemps, c'est que notre pays, sur ces questions, on sait, il est très différent et très divers. Le sujet, c'est que quand une MDPH n'est pas très performante, on dit qu'est-ce que fait l'État? Quand les foyers de protection à l'enfance ne sont pas toujours de la qualité qu'on le souhaite, on dit qu'est-ce que fait l'État? Et donc je pense que, moi je vois bien le mouvement, on a parlé de la déconcentration, comment moins de choses se passent toujours au même endroit entre les mêmes, c'est comment si on fait partir, comme on m'a dit, de Paris ou des grandes métropoles. Ça, c'est un mouvement de l'État avec lui-même. La décentralisation, c'est de dire on donne à d'autres le pouvoir de faire. Moi, je pense qu'il faut, comme l'a dit Laurent, avoir des contrats. C'est-à-dire que, oui, on peut laisser à d'autres le pouvoir de faire, mais qu'il faut qu'il y ait une forme de... Et si ça ne se passe pas exactement comme on voulait, si le contrat n'est pas pleinement rempli, il faut qu'il y ait des conséquences. Ça ne veut pas forcément dire que l'État reprend à sa charge. Parce que sinon, je pense que ça ne va pas créer une atmosphère de travail très, très positive. Mais je pense que cette République contractuelle, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. Ça peut paraître conceptuel. Je pense que les Français voient très bien ce que ça veut dire. Dans leur vie personnelle, ils signent des contrats. Ils s'engagent d'un côté, ils reçoivent des moyens de l'autre, mais il y a un contrat. Il y a une forme, vous voyez, d'engagement, de responsabilité, d'efficacité. Et je crois que les Français sont très attachés à la qualité du service public. Comme on l'a dit, d'ailleurs, ils voient des services publics beaucoup autour d'eux. Mais si on veut avoir cette qualité, cette efficacité, c'est une bonne façon de faire. Donc c'est tout ce qu'on essaie de faire avec le gouvernement, avec Jean Castex, avec Jacqueline Gouraud. Cette idée qu'on peut confier des nouvelles responsabilités. L'État n'a pas le monopole de l'action formidable. L'État n'a pas le monopole de l'action efficace. Les élus locaux sont des partenaires. Mais il faut qu'on crée une forme de confiance
Et le contrat peut être une façon d'y arriver. Bon, là, on parle de choses un peu lointaines. Je pense aux maisons, par exemple, France Service. France Service, c'est au fond une forme de contrat. Les collectivités mettent à disposition des locaux, des personnels. L'État met à disposition des services publics étatiques qui viennent du coup faire des permanences. Et à la fin, on a pour les citoyens quelque chose de très simple, un endroit où tous les services publics, parfois complexes, parfois lointains, parfois numériques, eh bien, se retrouvent au même endroit et lui rendent la vie simple. Ça, vous voyez, c'est une forme, je crois, d'action qui correspond à un besoin, on fait notre tambouille, j'allais dire, entre nous, mais on crée des conditions pour que ça puisse fonctionner aujourd'hui, mais aussi dans le temps. Et je crois que pour le citoyen, c'est près de chez lui, des services publics de qualité, intégrés. Et au fond, on a, nous, internalisé la complexité et on lui a rendu la vie simple. C'est ça qu'on cherche à faire de manière résolue. Il y a un mot, un vocable qui monte au fur et à mesure de ce débat, c'est bien sûr celui des résultats, de la nécessité d'avoir sur tout un tas de sujets qui depuis des années paraissent comme des serpents de mer, des résultats. Et pour avoir des résultats, il faut être en mesure de savoir si les politiques publiques que l'on mène ou que l'on va mener vont être de nature à répondre aux problèmes qui se posent efficacement. Et si ce ne sont pas des normes pour des normes, des dépenses pour des dépenses. Je me tourne à nouveau vers vous, Laurent Saint-Martin. Vous avez écrit un livre qui porte notamment sur le sujet. Vous avez lancé les printemps de l'évaluation. Comment est-ce qu'on fait pour, vous le dites notamment dans le livre à un moment, sortir du brouillard et mieux comprendre, faire comprendre d'abord quelles sont les normes et les dépenses prises et s'assurer qu'elles sont bien efficaces, qu'elles sont là pour une bonne raison et qu'elles servent in fine nos concitoyens? Alors, dans mon livre, il y a deux volets. Il y a d'abord expliquer de façon pédagogique et assez humble ce qui se passe au Parlement, finalement, c'est-à-dire que font les élus de la nation de l'argent des Français. On l'oublie trop souvent dans la pensée collective, mais c'est bien le Parlement qui lève l'impôt. À de rares exceptions près, ce n'est que du législatif en termes d'impôts, taxes et cotisations. Et puis c'est bien le Parlement qui autorise le gouvernement à dépenser. Et ça, c'est important que les citoyens se réapproprient cette notion. Pourquoi ? Parce que quand on vote pour un député, quand on est un grand électeur et qu'on vote pour un sénateur, il faut bien qu'on ait à l'esprit le fait de voter pour ceux qui vont lever l'impôt et ceux qui vont accorder la dépense publique que le gouvernement et l'administration va exercer. Et l'objet de mon livre, c'est d'abord de rappeler ça, cette prise de conscience que le Parlement, on pourrait discuter des heures de la séparation des pouvoirs, est-ce qu'on a un Parlement suffisamment fort. Moi, mon livre se concentre vraiment sur le sujet de la fiscalité et de la dépense publique. Parce que si les citoyens allaient davantage voir leurs députés sur ce sujet-là, alors il y aurait déjà un lien qui se créerait davantage, il y aurait une meilleure compréhension de la dépense publique, et après, derrière, effectivement, on peut travailler à son efficacité, etc. Mais déjà, se rappeler que la fabrique de l'impôt, puisque c'est le titre de mon livre, c'est le Parlement français. Voilà. C'est au Parlement que se vote l'impôt. Alors après, la deuxième partie du livre, c'est effectivement des propositions de fond. Comme il dit, connaît très bien, on en avait parlé pendant de longs mois déjà, à la fois sur la matière budgétaire que j'aime beaucoup, notamment la révision d'un certain nombre de dépenses fiscales, la suppression de petites taxes, ce que nous faisons et ce que nous continuons à faire, mais c'est un travail de longue haleine. Et je pense qu'il y a besoin de clarifier justement ce code des impôts qui fait 1,5 kg et qui mériterait d'être allégé pour plus de simplicité. Le consentement à l'impôt, c'est savoir où ça se passe, mais c'est aussi comprendre les grands axes. Et aujourd'hui, honnêtement, nul ne peut dire qu'il connaît par cœur le code des impôts et qu'il en comprend globalement son fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des idées reçues que je bats un petit peu en brèche, etc. Et puis, surtout, la proposition forte, c'est de faire effectivement du Parlement la vraie maison de l'évaluation pour que la dépense autorisée, votée, ne puisse être faite qu'en connaissance de la bonne exécution de la dépense précédente. Ça existe théoriquement. Chaque année, le Parlement vote ce qui s'appelle la loi de règlement. D'ailleurs, elle a un nom un peu... Je propose aussi de changer le nom de cette loi. C'est une loi d'approbation des comptes, en fait, de l'année précédente. Et effectivement, avec Amélie à l'époque, avec Éric Woerth, nous avions créé ce qui s'appelle le printemps de l'évaluation. Et c'est-à-dire faire une vraie séquence au Parlement où nous demandons à chaque ministre, responsable devant le Parlement, d'expliquer l'exécution de sa dépense. Est-elle satisfaisante? Si oui, sinon.
et sortir de cette logique de bonne ou de mauvaise réponse. C'est expliquer l'exécution de la dépense. Pourquoi sur certains programmes budgétaires, nous n'avons pas su dépenser autant que ce que nous avions imaginé. Ça peut s'expliquer pour plein de raisons. Le cas des constructions de prisons, par exemple, s'explique souvent par des sujets de problématiques autour du foncier. Ben, il faut le dire aux Français. Voilà pourquoi ça ne va pas aussi vite que ce qu'on imagine, plutôt que d'essayer de mettre ça sous le tapis et de voter le budget suivant comme si rien ne s'était passé. Non, la bonne exécution d'un budget, les Français le comprennent parce qu'eux-mêmes en ont dans leur foyer, des bonnes exécutions budgétaires à leur échelle, et ont besoin de comprendre comment l'État, à travers les décisions que le Parlement octroie au gouvernement, gère leurs impôts et les taxes et les prélèvements obligatoires de manière générale. Donc c'est à la fois un sujet de forme, savoir où ça se passe, comment ça se passe, mais c'est aussi beaucoup un sujet de fond, c'est-à-dire est-ce que oui, l'argent public est bien géré dans notre pays et bien dépensé? Je vous rassure, la réponse est oui, en très grande majorité. Mais enfin, c'est intéressant d'aller justement mettre son nez dedans pour demain avoir une meilleure dépense publique. Et donc, moi, j'en suis convaincu, si on a une meilleure dépense publique, on a une meilleure action publique parce qu'elle est davantage acceptée et on renoue un lien avec le citoyen. C'est pour ça que le sous-titre du livre s'appelle « Pour un consentement citoyen ». Oui, Madame la Ministre. Sur ce sujet des résultats, il y a tout ce travail parlementaire qui, vous voyez, part du budget, dit nous, on vous a donné X milliards d'euros, vous nous aviez dit que vous allez faire ça, ça et ça. Est-ce qu'un an après, ces milliards d'euros, ils ont vraiment permis d'atteindre les objectifs fixés? Ça, c'est un travail d'évaluation qui tourne en toute la matière, notamment budgétaire. Et je crois que c'est très important parce que tout ça marche avec de l'argent. Il ne faut quand même pas se leurrer. Ça tourne avec effectivement des euros et des milliards d'euros. Il faut s'assurer que quand on les dépense, ils font bien ce pourquoi on les a dépensés. Il y a un deuxième volet sur les résultats, c'est que les Français, objectivement, et moi la première, je ne sais pas très bien ce que c'est qu'un milliard et je ne sais pas très bien ce que sont ces chiffres nationaux, ces moyennes nationales. Moi, j'habite, pas moi, mais chacun d'entre nous, nous vivons dans un territoire, nous vivons dans un environnement. Et c'est un peu différent comme démarche, et c'est ce que je vais proposer dans les toutes prochaines semaines, que sur les grandes actions publiques, notamment que le gouvernement a menées depuis 3 ans, que nous puissions dire ce que ça a produit concrètement. Combien nous avons dépensé beaucoup d'argent public, par exemple, pour équiper la France de pylônes et de raccordements à la fibre. Je pourrais vous dire, nous avons mis dans la France X milliers de pylônes. C'est moins intéressant que si je vous dis, dans votre département, il y avait tant de raccordements à la fibre il y a 3 ans, il y en a aujourd'hui tant, et voilà où nous voulons aller. Nous voulons 2000 maisons France Service, nous en avons fait aujourd'hui 534, nous serons à la fin de l'année à, je sais pas, 800 ou 900, et puis nous serons en mars 2021 à 1000 et quelques, etc. Et de montrer aux Français les progrès, non seulement à l'échelle du pays, mais surtout là où ils vivent. Je pense au plan vélo, des choses que les Français voient, mais on ne leur factualise jamais. Et donc après, on s'étonne qu'ils nous disent on ne sait pas ce que vous faites. Et on crée de la défiance parce que nous, politiques, passons notre temps à dire on fait ci, on fait ça, on déploie le plan machin, le plan ceci. Les parlementaires disent ah oui, je vous assure, il y a des milliards d'euros qui ont été mis dans les budgets, ils ont bien été dépensés, mais plus personne n'a les faits, n'a les chiffres, n'a la matière pour que non seulement ça soit fait en moyenne en France, mais ce soit visible là où il est. Ça aura un deuxième avantage, c'est que ça va nous permettre d'abord de remercier tous les acteurs qui font que ça marche. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dont plus personne ne sait que ça existe. Et donc, tous ceux qui mettent de l'énergie, les agents publics, les élus, les entreprises, toutes ces coalitions d'acteurs, parfois les citoyens eux-mêmes, ils mettent beaucoup d'énergie à ce que les choses se produisent, elles arrivent, mais quand on ne le dit pas, c'est en fait inexistant. Donc déjà, c'est pour dire merci, de la reconnaissance des résultats. Et puis là où ça ne marche pas, c'est pas pour arriver avec un grand bâton et dire attention, on va vous punir. C'est l'inverse, c'est-à-dire manifestement, il y a un blocage. Manifestement, ça se passe moins facilement chez vous qu'ailleurs. C'est donc il y a bien quelque chose qui explique que vous avez peut-être une difficulté. Et que du coup, l'État notamment, mais aussi avec les élus et avec les entreprises et avec les parlementaires, puisse se mettre dans une position assez différente, qui est j'ai proposé un mécanisme, j'ai donné les moyens aux uns et aux autres pour qu'il existe. Il y a des endroits où manifestement ça se produit, très bien. Qu'est-ce que je peux en apprendre pour aller débloquer là où ça ne se produit pas? Et que ce n'est pas une question de compétition, c'est une question de se servir des idées des uns pour que ça marche chez les autres. Et dans notre pays, comme on est très jacobin, on n'a pas encore vraiment créé cette intelligence collective, cette circulation des bonnes idées. Je crois qu'un mouvement comme le politique peut y aider, parce que ça peut permettre d'irriguer des idées, mais
on ne peut pas laisser ça uniquement envoyer aux forces politiques, aux mouvements politiques. Il faut qu'on crée des mécanismes pour le rendre possible. Et donc ça, ce baromètre des résultats, moi je veux vraiment que ça parle de choses qui sont dans la vie quotidienne des Français. Les maisons de santé, les maisons France Service, le plan vélo, qu'est-ce que nos enfants mangent dans les cantines, et qu'on puisse aussi nous-mêmes savoir déjà ce qui se passe près de chez nous, et que pour les décideurs, pour les acteurs, il y a une forme de comparaison, mais qui amène à la coopération. Si vous avez réussi, si moi c'est plus difficile, qu'est-ce que je dois faire, peut-être en m'inspirant de ce que vous avez fait? Et ça va notamment aider, je crois, beaucoup d'acteurs, notamment les parlementaires, à être justement informés de là où ils peuvent aider, de là où ils peuvent débloquer. Et ce sera bien sûr public, je le dis à ceux qui nous regardent, ce sera aussi un outil pour que chaque citoyen puisse prendre sa part dans la compréhension de ce qui se passe près de chez lui, puisse en faire la promotion, si ce n'est pas connu, mais puisse aussi être un acteur du déblocage s'il y a des difficultés. Merci beaucoup. Dernière thématique avant de passer aux questions à la fois en ligne de la salle en Auvergne-Rhône-Alpes et aussi d'Île-de-France, puisque le campus d'Île-de-France qui est digitalisé est avec nous aujourd'hui. C'est celui de l'accès aux services publics et de ce besoin toujours croissant, malgré les immenses progrès qui ont été faits ces dernières années et les réflexions qui ont été menées depuis Action publique 2022 aux simplifications normatives, celui de la simplification des normes, des procédures, qui rejoint d'ailleurs la question de la lisibilité dont on parlait à l'instant. Peut-être, Marie Cariazzo, vous pouvez nous dire un mot de cette attente des Français qui, si l'on en croit les consultations et les sondages, reste toujours aussi forte et qui reste toujours un besoin aussi urgent pour nos concitoyens. Merci. Oui, tout à fait. On l'a déjà évoqué. C'est la complexité dans l'accès aux différents services publics sur certains territoires est réelle. Et donc, il y a cette idée qui revient très régulièrement à chaque fois qu'on fait une consultation citoyenne sur des sujets d'action publique. Et pour faciliter l'accessibilité des services publics, c'est d'avoir un interlocuteur unique, d'avoir une clé d'entrée vraiment simplifiée qui nous s'occupe quasiment de nous orienter vers les différents services publics, avec cette difficulté que nous on voit dans toutes nos études, mais qui est aussi pareil un paradoxe, c'est que l'outil digital est un outil magique pour simplifier quand même l'action publique. On l'a vu avec l'impôt, on l'a vu avec différents services publics qu'on a pu expérimenter tous individuellement, mais on le voit bien, notamment nous on fait beaucoup d'études, que ce soit pour Pôle emploi ou pour la demande de RSA, ce genre de choses, on voit bien que le manque de la proximité ne peut pas passer que par la simplification digitale, et que la proximité humaine est essentielle, notamment pour tous les services liés au soutien à la pauvreté ou ce genre de choses. Et évidemment, à chaque fois que nous, on est sur certains territoires pour travailler sur le non-recours, notamment, ces problématiques de non-recours qui sont essentielles, on se rend compte que même s'il y a un guichet unique, celui-ci doit être en tout cas très humanisé, très en direction des populations, et que le digital est une réponse, mais n'est déjà une réponse pas pour tout le monde. Donc ça ne doit pas être excluant. Et puis, il faut arriver à combiner les deux. En tout cas, c'est une demande qui revient extrêmement fortement dans toutes les études que nous menons. Peut-être justement, Madame Laïs, je vais tourner vers vous. Référent unique, guichet unique, comment est-ce qu'on concilie à la fois pour les agents et pour les citoyens, les usagers du service public, ces nouveaux outils qui sont des chances et le besoin d'inclusion qui se développe aussi à travers la Maison France Service? Alors, l'objectif qu'on a et qu'on ne va pas remettre en cause, c'est que les 250 démarches administratives que les citoyens et les entreprises font le plus dans notre pays soient toutes bien numérisées en 2022. J'insiste sur le bien numérisé. C'est que c'est une chose de faire la procédure en ligne, c'est une autre chose qu'elle soit vraiment bien faite pour que les citoyens et les entreprises puissent la terminer, et que quand ils l'ont terminée, ils puissent vous dire c'était compréhensible, ça m'a pas pris des heures et des heures, et tout a bien marché, et la rendre aussi accessible aux personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est notre chantier. Je le dis d'ailleurs, tous les résultats de ce chantier, puisqu'on est vraiment très transparent, sont visibles dans un observatoire qui est sur le site numérique.gouv.fr. Et tous les 3 mois, nous avons donc listé les 250 démarches et nous montrons où nous en sommes. Est-ce que c'est numérisé ou pas? Quelle est l'appréciation, l'avis de ceux et celles qui font cette démarche en ligne? Et si il n'est pas bon,
On s'en occupe doublement. Et est-ce qu'il est accessible aux personnes en situation de handicap? Et donc tout ça est public. Bon, on n'est pas encore aujourd'hui à 100% des objectifs. Il nous manque des démarches déjà à mettre en ligne. Il y a des démarches qui n'ont pas de bons résultats parce qu'elles sont trop compliquées et donc on est en train de les simplifier. Et puis il y a des démarches, et il faut le reconnaître, qui ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap. C'est pas que pour elles que c'est pas accessible, c'est aussi en général parce que c'est très compliqué et donc tout le monde en pâtit. Donc ça, c'est notre travail en ce moment. Pourquoi c'est important de numériser des démarches? Parce que si on le fait bien, d'abord, effectivement, ça rend la vie plus simple à beaucoup de Français. On est bien conscient qu'il faut qu'on puisse accompagner humainement tous ceux et celles pour qui ces démarches ne vont pas forcément être un bonus, peuvent être perçues comme quelque chose d'assez excluant, voire discriminant, voire difficile. Plus on travaille sur la numérisation des démarches et plus on travaille sur les outils numériques des agents publics, plus je peux, moi, du coup, leur libérer du temps pour qu'ils soient moins contraints dans leur propre travail de faire des choses qui sont parfois objectivement assez rébarbatives, on ne leur a pas forcément donné les outils de pouvoir travailler, eux, de manière moderne. Et donc, on leur capte beaucoup de temps, en fait, à faire des choses qu'on pourrait automatiser pour leur libérer du temps, pour aller s'occuper, justement, d'accompagner les Françaises et les entreprises qui ont plus de difficultés. Donc, le numérique, pour moi, c'est 3 choses. C'est effectivement simplifier l'accès aux services publics, et donc il faut le faire bien. Deuxième chose, c'est aussi permettre aux agents de travailler en télétravail. Si vous faites du 0 papier pour l'usager, pour l'entreprise, du coup, la personne qui travaille peut aussi travailler, elle, avec du 0 papier. Et donc, ça permet aussi de réorganiser les modes de travail des agents publics. Et puis, ça leur libère du temps qui, du coup, ils peuvent dédier à être dans l'accompagnement. Ça a l'air magique. Je suis bien consciente que ce n'est pas magique. Ça demande beaucoup de méthodes. Ça demande beaucoup de sens du détail. Parce qu'une démarche qui est une fausse démarche dématérialisée, c'est celle où à la fin on vous dit imprimer, signer, envoyer ça par courrier. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que vous avez l'impression que ça vous crée un frein. De l'autre côté, l'agent, du coup, lui, va recevoir du papier. Et du papier, ça se fait qu'il est moins capable de travailler en télétravail. Il est aussi moins satisfait de son travail parce qu'il fait des choses objectivement très répétitives. Et du coup, il a aussi moins le temps d'être dans l'accompagnement. Donc, c'est, vous voyez, un chantier où on a vraiment une méthode, je crois, qui est la bonne. On a beaucoup de transparence aussi. Et je le dis vraiment à ceux qui nous regardent et qui nous entendent, vous avez un rôle à jouer. Toutes ces démarches, la plupart d'entre elles ont un bouton « Je donne mon avis ». Si vous n'avez pas été satisfait, j'ai besoin de le savoir. Pas moi personnellement, mais nous avons besoin de le savoir. Parce que si on veut rendre le numérique un vrai outil de transformation, de modernisation et de simplicité, quand ce n'est pas à la hauteur des attentes, il faut que vous nous le disiez pour qu'on puisse en tirer des conséquences. Et donc on a aussi besoin, vous voyez, d'engager les citoyens eux-mêmes, les entreprises elles-mêmes, pour nous aider à faire mieux. Mais on sait faire parfois très très bien. Je crois que ce qu'on a fait sur les prêts garantis de l'État, ce qu'on a fait sur le fonds de solidarité, toutes les entreprises, tous les commerçants, je crois, et je ne trahirai personne, en disant qu'ils ont été satisfaits du service qu'on leur a rendu. Un mot, Laurent Saint-Martin, peut-être, avant qu'on ouvre les questions à la salle et en ligne. Oui, juste dire que la simplification, c'est vraiment différent de la transformation. Et la simplification ne doit pas être un moins-disant. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et le numérique, finalement, est le meilleur exemple et la meilleure illustration que tout le monde a pu expérimenter à titre personnel. La simplification, c'est pas l'ubérisation. La simplification, c'est pas réduire systématiquement les coûts. C'est pas ça. La simplification, c'est la simplification. C'est-à-dire que ça doit être plus efficace, plus rapide. L'usager doit trouver qu'après cette transformation, la vie lui est simplifiée pour les démarches administratives et l'accès aux services publics. Ce qui est difficile, c'est qu'en général, il faut culturellement franchir un pas qui est celui de la réforme et qui est celui de démontrer qu'en réformant les services publics et notamment dans les territoires, on le fait pour un mieux-disant. Je vous donne un exemple qui n'est pas simple, c'est la réorganisation des directions de finances publiques dans les territoires. Je vais prendre l'exemple du Val-de-Marne que je connais bien. Dans le Val-de-Marne, on réorganise, la proposition qui a été faite par le ministre de l'Action et des Comptes Publics à l'époque, Gérald Darmanin, était pour le Val-de-Marne, par exemple, de réorganiser en mutualisant, en essayant de faire gagner en efficacité et en synergie. Et j'avais un point de contact de plus pour les usagers. Donc, l'idée, c'était de faire mieux, de mieux rassembler, mais de mettre plus de points de contact, justement, pour la proximité. Donc il devait y avoir de la simplification
et en même temps plus de contacts physiques, plus de proximité avec des agents. Alors c'est vrai que par exemple le service des entreprises était regroupé dans le nord du Val-de-Marne, et certains services pour les particuliers pouvaient être regroupés aussi. Mais tout point d'accès, tout point d'entrée, donc tout accompagnement finalement, c'est ça la vraie question, était augmenté, était amélioré. Et c'était très intéressant, moi je m'étais beaucoup intéressé à cette réforme, de voir à quel point souvent il y avait une partie de la population qui était très réfractaire uniquement parce que ça venait modifier. Vraiment, c'était la modification qui rendait très méfiante. Et donc, c'est un constat. Il y a une méfiance, voire une défiance à la transformation, notamment dans les territoires. Et puis, il y avait toute une autre partie qui ne regardait que le fait qu'il y ait un point d'accès en plus et qui, du coup, était embarqué très rapidement dans ce projet-là. Et ça me rappelle une loi qu'on avait votée au début du mandat, qui est promulguée depuis bien longtemps, qui s'appelait ESSOC, État pour un service société de confiance. C'était une loi qui avait beaucoup d'ambition. D'ailleurs, un certain nombre de points qui ont été votés sont mis en application. Il y avait ce fameux référent unique. Et je me souviens, on avait une expression avec le rapporteur du texte de l'époque, qui était Stanislas Guérini. On avait une expression, on disait, une fois qu'on aura voté ESSOC, qu'elle sera promulguée, c'est bien, on pourra être content de nous, mais il faut avoir conscience que c'est quand même le genre de transformation dans la société qui est beaucoup plus dans les têtes que dans les textes. Et culturellement, le fait de vouloir une administration qui accompagne, qui conseille davantage qu'elle ne contrôle, elle doit se faire à double sens. Oui, c'est la responsabilité des agents publics et de leur ministre en premier chef, mais c'est aussi, en fait, paradoxalement, aux usagers et aux citoyens de vouloir une administration davantage qui l'accompagne et de vouloir en retour accompagner une administration pour qu'elle soit plus efficace. Donc il y a un vrai lien usagers des services publics, agents publics, administration, à améliorer. Et ça s'appelle la confiance. C'est un mot qu'aujourd'hui on utilise beaucoup, notamment dans un contexte de reprise et de relance. Mais je crois que la confiance, l'optimisme, essayer de faire mieux ensemble, vaut, à mon avis, tous les textes de loi à ce sujet-là. Une toute petite réaction peut-être, Madame la Ministre, vous vouliez... avant. Pardon, excusez-moi. Alors, peut-être qu'on peut prendre une question. Non, je crois qu'il y a des difficultés techniques. Alors, on a des questions directement par chat que je vous pose et puis je vous laisserai réagir. La première, on a déjà un peu abordé le sujet, vient d'Hélène. En numérisant les démarches de service public, ne risque-t-on pas de briser encore plus le lien entre citoyens et administration? Je crois que vous avez déjà largement... répondu à cette question, mais comment peut-on rassurer encore plus notre interlocutrice sur ce sujet, selon vous, Madame la Ministre? Ça dépend de ce qu'on appelle lien. Pour moi, le lien, c'est trois choses. C'est d'abord, est-ce que j'ai un besoin ou j'ai un droit? Est-ce que je suis capable, pas parce que j'aurai la compétence, mais est-ce que c'est possible d'y accéder? Et ça, je pense que c'est un premier type de lien et que le numérique peut permettre de renforcer, au contraire. Parce que je peux me sentir plus orienté, ça peut être peut-être plus simple, j'ai peut-être moins de pièces à fournir. Et donc ce lien-là, qui est un lien, j'ai un besoin, j'ai un droit, le numérique peut me le rendre possible. Ensuite, il y a le lien humain, et je pense qu'il nous faut des lieux, c'est pour ça qu'on parlait de la présence, il nous faut des lieux où, humainement, on a des agents dont le rôle est d'être une interface, un premier contact, un accompagnateur, un orientateur. Et je crois que ça, d'ailleurs, revalorise beaucoup tous les métiers de guichet. Parce que ça a été beaucoup dévalorisé. On a considéré que c'était vraiment quelque chose qui n'apportait pas de valeur ajoutée. Ça n'apporte pas de valeur ajoutée si vous n'êtes pas formé à pouvoir jouer ce rôle. Si vous êtes formé à être justement polyvalent, à être dans l'accompagnement, si vous connaissez aussi le fonctionnement des différents services, c'est un métier qui est objectivement un métier d'abord très valorisant, parce que vous êtes utile toute la journée. Et c'est un métier qui est voilà, vraiment un métier de lien. Et nous sommes en train, comme l'a dit Laurent, par les maisons France Service, par la réorganisation d'un certain nombre de services publics, en train de recréer des lieux d'accueil. Et puis ensuite, je veux dire, il y a un lien qui peut être aussi un lien qui n'est pas que numérique. Le téléphone, les chats. On a aujourd'hui dans notre société beaucoup d'autres manières d'être en lien les uns avec les autres que de nous voir. Et d'ailleurs, cette crise le montre bien, on peut être en visioconférence, on peut se parler. Et donc, je crois qu'il y a aussi de l'innovation à faire. Qu'est-ce que ce lien peut être? Moi, je pense qu'il y a une forme de lien qu'il faut qu'on renforce, et le numérique peut nous y aider, c'est le retour des citoyens.
C'est un autre lien. On voit toujours le citoyen comme un demandeur. Mais le citoyen, il peut être aussi un acteur. Il peut nous dire, là, j'ai une idée pour que vous amélioriez les choses. Là, j'ai pas eu une bonne expérience, je vous le dis. Là, j'ai eu une bonne expérience et je vous dis merci. Il faut aussi que ce lien-là, vous voyez, c'est 3 types de choses. Donc, c'est, est-ce que la démarche est possible? Est-ce que si j'ai besoin de voir quelqu'un, je suis conseillé, accompagné? Mais c'est aussi ce que moi, citoyen, je peux donner une réponse. Je peux être un acteur. Et ça, je pense que dans la crise de défiance qu'on vit aujourd'hui, c'est extrêmement important que, pas de manière factice, pas en faisant, vous voyez, des espèces de tables rondes dont on sait qu'on n'en tirera rien. Et c'est pour ça qu'on est en train de réfléchir à... on a beaucoup de systèmes aujourd'hui. On a un système qui s'appelle Vox Usager, on a Je donne mon avis, on rend transparent nos résultats, comme on l'a vu avec les observatoires. Tout ça, aujourd'hui, il faut qu'on le rende plus vivant, plus authentique, et que les citoyens voient que quand ils donnent leur avis, quand ils s'engagent avec l'État, quand ils lui apportent une réponse, quand ils leur apportent parfois aussi une reconnaissance, il se passe quelque chose. Et ça, c'est un engagement que je prends, parce que, au fond, vous savez, l'État, c'est nous. Comme l'a dit très bien Laurent, le budget, c'est nous. C'est nous par nos impôts, c'est nous par notre vote. Les agents publics ne sont pas des gens qui vivent sur une île, ils sont au milieu de la société, donc c'est nous. Et comment ce nous, il peut avoir un sens? Et donc ça veut dire que voilà, je pense que ce dialogue-là, il est essentiel. Ça vaut aussi pour les agents publics, j'insiste. Les agents publics, ils ont beaucoup d'idées, ils ont beaucoup de créativité, ils ont envie de travailler ensemble, ils ont envie d'avoir des outils de travail qui leur permettent vraiment de remplir leur mission. Ce sont des serviteurs de l'intérêt général. Et donc il faut que nous tous, on se dise bien qu'on doit aussi, et vous avez parlé de paupérisation à un moment donné, leur donner des outils de travail adaptés. Et je crois que l'État ne peut pas être en décalage. On parle de modernisation, de compétitivité, de transition écologique toute la journée. On voit bien qu'il faut qu'on se reconstruise différemment de ce qu'on était peut-être avant cette crise. En tout cas, c'est l'opportunité qu'on a, puisque la crise économique nous oblige à nous relancer. On peut se relancer un peu différemment. Mais l'État a ce même travail. C'est pour ça que dans le plan de relance, j'ai 1 milliard d'euros pour faciliter la modernisation des outils de travail, ce que j'appelle le sac à dos numérique de l'agent. Qu'est-ce qu'il a avec lui pour travailler au même niveau que tous ses collègues et ses amis qui, eux, travaillent dans des entreprises, travaillent dans des PME. Et on voit bien qu'on n'a pas forcément aujourd'hui exactement les mêmes outils. Et ce n'est pas normal parce qu'on n'a pas non plus du coup la même capacité à répondre aux besoins. Voilà les 3 types de liens. Et je crois que voilà, les citoyens, les entreprises ont un rôle à jouer aussi pour nous répondre. L'État, ce n'est pas une île. On n'est pas emmuré. On est dans la société et on doit pouvoir avoir ces échanges. Merci beaucoup, merci pour cet appel aussi à la contribution de chacun. Une autre question qui, je crois, malheureusement, pour des questions de temps, sera la dernière, de Fabrice. Avec le droit à l'expérimentation, ne va-t-on pas se retrouver avec une France hétérogène et incompréhensible? Peut-être, Laurent Saint-Martin, une réaction? Oui, c'est une très bonne question et on y a en partie répondu tout à l'heure. Le paradoxe qu'évoquait Amélie de Montchalin est vraiment le bon. On veut effectivement plus de souplesse dans les territoires pour ne pas tomber dans le cas qu'évoquait Madame assez justement, que Paris puisse décider du fait d'être en sécurité sanitaire sur une plage ou non, alors que ça devrait être les acteurs de terrain. Ces personnes-là ont raison de le penser. Moi, je le crois, ils ont raison de le penser. Et en même temps, on ne supporte pas dans notre pays, et c'est aussi qui fait notre charme collectif, la moindre inégalité qu'il peut y avoir d'un territoire à un autre. Les MDPH, Amélie les évoquait, il y a malheureusement des situations d'inégalité de traitement d'un département à un autre. Vous pouvez être frontalier et vous dire que votre enfant serait mieux accueilli dans une situation de handicap sur le département d'à côté. Et donc finalement, le droit à la différenciation, c'est la même problématique. C'est est-on prêt collectivement dans ce pays à avoir des différences entre les territoires? Voilà. Et c'est une question à se poser collectivement. Si nous sommes prêts à avoir des différences, ce n'est pas forcément pour un moins-disant. Ce n'est pas forcément de la compétition vers le bas. Ça peut aussi faire des spécificités sur certains territoires qui existent et qui sont assumés. Vous pouvez être une terre d'industrie à redynamiser et donc ça demande des investissements particuliers, publics et privés et donc un droit à la différenciation là-dessus peut être tout à fait positif justement pour que préfets, élus, conseil régional, conseil départemental, mairie, ensemble prennent une stratégie commune pour un département, pour un territoire, pour un bassin. On utilisait beaucoup le terme de bassin de vie avec Amélie à l'époque, qui nous paraît souvent beaucoup plus pertinent que les pures frontières administratives. Par bassin de vie, avec les acteurs d'un bassin de vie, finalement, moi je pars du principe qu'il est
toujours plus intéressant d'avoir une stratégie commune différente d'un autre territoire du pays, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas d'unité dans le pays, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'État, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de système de péréquation possible justement pour équilibrer un certain nombre de différences qui, elles, viendraient poser des problématiques. Bref, le droit à la différenciation, moi j'y crois, je crois qu'il est important et je pense que c'est l'avenir de notre pays. Et puis c'est aussi notre responsabilité que de veiller que le droit à l'expérimentation et à la différenciation ne crée pas des inégalités trop fortes entre les territoires qui viendraient appauvrir des territoires justement qui ne pourraient pas se le permettre. Je terminerai juste en donnant un exemple que je connais bien, qui est la fiscalité dans les collectivités territoriales. Si vous donnez une autonomie fiscale par l'activité économique, par exemple, ce qu'on appelait avant, maintenant c'est quasiment fini, mais les impôts de production, avec par exemple la contribution sur la valeur ajoutée, si vous laissez les collectivités avoir davantage d'autonomie fiscale, alors elles pourront attirer un certain type d'entreprise par rapport à leur filière, par rapport à leur spécificité sur des sujets fiscaux. Et moi je crois que ça pourrait être quelque chose de très positif de fonctionner comme ça pour redynamiser des territoires et faire finalement une sorte d'attractivité différenciée en fonction de chaque territoire, et l'État aurait alors à ce moment-là un rôle de garant de l'unité nationale et effectivement de s'assurer que chaque territoire peut se développer et peut apporter ses spécificités tout en étant sécurisé par un État qui permettrait justement de niveler quand c'était nécessaire un certain nombre d'inégalités qui se créeraient. Merci beaucoup, merci à vous trois, Marie Gariazzo, Laurent Saint-Martin et Amélie de Montchalin pour cet atelier. Merci à vous en Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France de manière digitalisée et en ligne de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver les propositions pour un élan républicain dans le livret de la République en marche et à très bientôt j'espère. Au revoir.